Bien, on va commencer cette belle après-midi. J'ai souhaité inviter Olivier. Olivier est partenaire de Gide et Loiret à Bruxelles, spécialiste du droit de la concurrence et des protections tarifaires. Il est également conseiller du commerce extérieur, je dis ça pour Sophie. Et je connais Olivier pour une raison très simple, c'est que quand j'ai publié mon livre sur la désindustrialisation de la France, Olivier m'a appelé en me disant, on se tutoyait, on se vouvoyait à l'époque, vous auriez pu aller jusqu'à proposer de rétablir un certain nombre de barrières douanières. Ce que, on était en 2022, mais je n'avais même pas encore osé faire. C'est dire à quel point le débat sur le sujet évolue rapidement. Donc, Olivier, toute une carrière au service de grands clients, en contact avec la Commission européenne, pour tenter de convaincre une des grandes divisions de la Commission, qui s'appelle la DG Commerce, de protéger l'industrie européenne. Est-ce que tu peux juste raconter quels sont certains des grands cas qui ont rythmé ta carrière sur ce sujet, notamment l'acier, si je crois bien me souvenir? Oui, merci Nicolas de m'avoir invité. Effectivement, je suis à Bruxelles depuis 30 ans maintenant et j'ai effectivement défendu de nombreuses industries européennes. L'acier, bien évidemment, mais pas que l'acier, parce qu'aujourd'hui, les défis qui sont posés par la Chine et demain par l'Europe visent bien d'autres secteurs et ne viennent pas nécessairement de la Chine ou des États-Unis, mais d'autres pays. Donc voilà, ça a été mon actualité pendant des années, et avec une frustration pendant 20 ans, parce que les protections, mais je vais dire un mot tout à l'heure sur le protectionnisme, les idées de se défendre pour le jeu à armes égales, c'était pas du tout envisagé à l'époque. C'était le libre-échange systématique et avant tout. J'ai rien contre le libre-échange, mais quand on a des pieds enchaînés sur le ring, ça gêne. Et je me souviens de notre première conversation où tu m'as dit, grosso modo, 80% des décisions prises par DG Commerce le sont sur l'acier. Pourquoi ? Parce que les industriels de l'acier se sont organisés pour monter de vrais dossiers, tenter leur chance, renoncer au fatalisme. Fatalisme qui est l'école de base de la plupart des autres secteurs industriels qui n'osent même pas venir au contact de la Commission. C'était ce que tu disais il y a 2 ans. Les choses commencent à changer. Les choses changent, clairement, mais ça se fait à une vitesse d'escargot. On enclenche des choses, on met la première, mais on ne devrait déjà être en 5e. Par exemple, quand on veut en interne sur les marchés publics ou sur le contrôle des investissements. Je ne dis pas qu'il faut un contrôle des investissements et empêcher les pays tiers à venir sur les marchés publics européens, mais quand c'est nécessaire dans des secteurs stratégiques et qu'il le faut, eh bien, il faut pouvoir agir fortement et rapidement. Et ça a mis beaucoup de temps et ça met encore beaucoup de temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on parlait du Buy European Act, un serpent de mer à chaque élection présidentielle depuis Sarkozy, on en parlait. Aujourd'hui, on voit arriver cette possibilité de mettre des critères environnementaux, mais pas simplement des critères environnementaux, des critères de résilience, du contenu local. Il n'y a pas de tabou. On est en train de détricoter un certain nombre de règles du commerce international et il faut poursuivre cela, mais passer à une vitesse 10 fois supérieure à ce qu'on fait. Je prends un autre exemple en matière de règles sur l'import et l'export. On a des règles, il faut effectivement les utiliser. L'acier les utilise depuis 40 ans, mais il y a aujourd'hui le problème couvre beaucoup plus de secteurs, la chimie, les machines-outils, et ça va se poursuivre. Donc il faut pouvoir utiliser ces instruments. Or, il y a des pratiques qui sont encore faites et utilisées par la Commission qui n'auraient plus de raison d'être. Elles devraient être mises au rebut. Et je vais vous prendre un exemple. Un exemple, parce que le problème du trade et du commerce international, c'est aussi que c'est éminemment technique. Et par conséquent, très difficile à faire passer. Dans les médias, on parle de protectionnisme, de free trade, etc. Mais le problème, c'est que quand on parle de commerce international, il faut parler de secteurs, d'écosystèmes, qui ne sont pas les mêmes, de chaînes de valeur, qui ne sont pas les mêmes d'un secteur à un autre.
Dans l'anti-dumping, la lutte contre le dumping, contre les subventions étrangères, on a une règle qui s'appelle la règle du droit moindre. C'est-à-dire que lorsque la Commission européenne trouve 100% de dumping pour une entreprise étrangère, elle va dire « Ah oui, mais est-ce qu'elle a vraiment utilisé ces 100% de dumping étranger dans l'année d'enquête, c'est-à-dire l'année précédente ?» Et si elle voit qu'elle l'a utilisé qu'à 20%, eh bien elle va baser son droit sur 20% et pas sur 100%. On est les seuls au monde à faire ça. On est les seuls au monde. Donc, il n'y a aucune raison de faire ce genre de choses. Il y a un moment en matière de commerce international et de douane, il faut faire comme les Américains. Je sais qu'ils n'ont pas bonne presse aujourd'hui, mais il y a des choses qui se passent très fort. C'est le renversement de la charge de la preuve. Il ne faut pas imposer 20% et dire à l'Europe ou à l'Union, à l'industrie européenne, revenez dans 2 ans, je vais peut-être vous ramener. Non. Quand on a besoin d'industrie ou d'instruments, il faut les imposer tout de suite. On impose à 100, et puis si les pays tiers concernés viennent dans 2 ans, dans 3 ans pour dire « Ah mais c'est trop, regardez, je suis à 20 », eh bien on les descendra, mais on renverse la charge de la preuve. Ça, je crois que c'est très, très important. De la même manière, à l'export, parce que la croissance pour les entreprises, elle vient aussi à l'export, les obstacles au commerce. On a fait des beaux rapports, la Commission fait des beaux rapports, il y a des très belles choses là-dessus. Mais on n'utilise pas le marché attractif que l'on a comme levier. Le marché attractif, on en parlait tout à l'heure, ce sont des consommateurs qui achètent, et puis ce sont vous, qui pianotez tous les 5 minutes sur vos smartphones et qui créez des données numériques. Bon, si on imposait demain une taxe à l'exportation de données, ça ferait mal. Donc il y a un besoin de se retrouver, d'Europe puissance, d'Europe qui se respecte. Et je pense aussi que si on fait ça, on va un peu normaliser les choses dans les cadres de conditions de concurrence et de commerce loyal, jeu à armes égales. Aujourd'hui, il y a des entreprises, des secteurs, je pense aux spiritueux, qui sont visés par des procédures pour lesquelles elles n'ont rien à voir. Ce sont des rétorsions, notamment chinoises. Mais je pense que si, encore une fois, on est plus ferme, on est fort à imposer ces procédures, eh bien on se fera plus respecter. Ce genre de choses devrait au moins être beaucoup plus limité. Ce qui est très frappant dans ce que tu dis, c'est que dans le corpus juridique existant, avant même de voter de nouvelles lois au Parlement européen ou de nouveaux règlements, il y a des possibilités qui existent depuis de nombreuses années qui n'étaient jamais activées. Donc ça signifie que le problème est pour beaucoup idéologique. Et j'aimerais bien que tu nous décrives un tout petit peu la carte du tendre des idéologies respectives des États européens. Ben oui, mais je vais peut-être commencer par les deux partenaires dans lesquels on est pris un peu en tenaille. Parce qu'aujourd'hui, on a un joueur de poker, bluff, intimidation, mais qui a une vision claire. Et cette vision claire, elle n'est pas venue dans le cerveau de Trump, elle est venue dans le cerveau de Bush, d'Obama, de Biden. C'était le multilatéralisme. Au vu de la trajectoire chinoise prise, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce qu'il n'a plus ses couleurs d'origine. Et les couleurs d'origine du multilatéralisme, c'est la réciprocité suffisante et des avantages mutuels suffisants. C'était ça le préambule de l'OMC. Donc ça, c'est très clair et il se retourne vers un unilatéralisme brutal et menaçant. Mais de l'autre côté, on a la Chine, qui n'est pas un joueur de poker, mais plutôt un joueur de Go, subtilement et discrètement discret aujourd'hui, et qui, elle, se place dans l'anti-Trump et dans « j'adore le multilatéralisme ». Bon, la réalité, c'est que, vu la trajectoire qu'elle a adoptée, on se retrouve aujourd'hui avec des subventions industrielles massives, on se retrouve avec des surcapacités massives qui sont capables de faire vaciller des pans entiers de l'industrie européenne. Et moi, je le vois tous les jours dans les dépôts de plaintes qui sont apportés. Je vois aussi les chiffres des Chinois. On a, dans certains secteurs, des produits, et c'est important pour l'industrie, des produits qui sont importés en Europe à des prix qui sont inférieurs au coût de la matière première. Alors là, il faut absolument réagir là-dessus, parce que sinon, Mario Draghi aura raison.
c'est l'Europe qui, au mieux, deviendra un musée, au pire, une ruine, hein, face à des pratiques. Et encore une fois, je ne suis pas du tout pour les murs sclérosants, le protectionnisme. Parce que pour moi, ce qui est important, ce sont des écluses réparatrices, compensatrices. Une écluse, ça laisse passer le bateau. C'est juste que c'est un problème de niveau. Et donc, ça, il faut absolument... Le protectionnisme, c'est la défense de canards boiteux qui n'innovent pas, qui ne recherchent pas, qui n'ont pas envie d'aller dans la mondialisation et qui vont se mettre derrière des murs totalement sclérosants. Ça, c'est le protectionnisme. Mais aujourd'hui, ce dont on a besoin en Europe, c'est une nécessité, elle durera ce que ça durera, hein. Si on retrouve un beau multilatéralisme de l'OMC des 95 dans 10 ans ou 15 ans, magnifique. Mais pour l'instant, on doit faire avec ce qu'on a et trouver, dans cette nouvelle discipline de la mondialisation, l'utilisation de règles bilatérales, unilatérales. Et je pense que c'est à la fois des défis, bien sûr, et des incertitudes, et déstabilisants pour les entreprises, mais aussi des opportunités. Donc je repose ma question quand même, parce que vu de loin, on a le sentiment que la guerre idéologique entre les libre-échangistes théoriques et les pragmatiques décidés à abandonner une forme de naïveté, le second camp est en train de progresser. Mais tu dis qu'il progresse lentement. Est-ce que tu peux nous faire l'état des forces ? Et deuxième question, il y a beaucoup de plaintes aujourd'hui à la DG Commerce qui sont déposées par les industriels, ça c'est nouveau. Est-ce que la DG Commerce est équipée pour les instruire rapidement ? Oui, je pense que... Alors, il est clair que ce qu'on a vécu pendant des années, c'est effectivement une vision extrêmement idéologique, libre-échangiste, systématique, qui a imprégné toutes les décisions de la Commission. Ça a irrigué la politique de concurrence, où on a empêché des champions nationaux et européens de se former. Ça a irrigué la DG Commerce, qui a pris le minimum pendant des années en termes de mesures. Et ça, c'est en train de changer. Et je pense que pour changer les choses, on a eu un aveuglement un peu collectif sur la mondialisation délocalisatrice. Il y a maintenant besoin d'un sursaut collectif aussi pour montrer que les textes, et moi je ne suis pas pour tuer l'OMC, c'est peut-être une protection, on n'est pas un État en Europe, on est une construction juridique. Donc l'OMC est peut-être quelque chose d'utile, mais il faut revisiter l'OMC et l'interpréter comme une machine à réguler et pas simplement une machine à libéraliser. Et quand vous faites ça, eh bien tout d'un coup, le contenu local dans les marchés publics, comme le bonus écologique en termes de résilience, ça fonctionne, c'est possible. Donc en fait, il y a des marges gigantesques, juridiques, dans le droit européen et dans le droit de l'OMC pour changer les choses. Maintenant, il faut avoir la volonté partout de le faire et on revient effectivement sur la DG Commerce. Aujourd'hui, il y a un problème majeur, c'est qu'il n'y a pas de ressources humaine à la Commission européenne. On a eu un cas très récent, il y a quelques jours, où dans une plainte, on listait, parce qu'on est capable de les identifier, toutes les subventions chinoises qui existaient dans un secteur. Et notamment des subventions existant dans le secteur de la batterie. Ces subventions existant dans le secteur de la batterie, elles ont été vues en matière de véhicules électriques il y a quelques mois. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait là ? Tout ça parce qu'il n'y avait pas de ressources suffisantes pour agir. Donc, de la même façon, on a véritablement une file d'attente aujourd'hui pour déposer des plaintes. Vous savez, pendant très longtemps, toutes ces plaintes, c'était vraiment l'aumône. L'aumône donnée aux losers de la mondialisation. Donc, tous ces instruments, ils étaient mis sous le tapis. On n'en parlait pas, les commissaires. Surtout, vous savez, ça représente 0,001% du commerce européen. C'est rien du tout. Donc, il faut changer tout ça. Et bien évidemment, là-dedans, la France pousse, mais il n'y a pas que la France. L'Allemagne joue un rôle très important. Et l'Allemagne a changé, l'Allemagne est en train de changer. Il y a eu KUKA sur les robots en 2017, cette choc de voir un rachat chinois de robots. Mais depuis, est-ce qu'on a beaucoup évolué ? Donc
Le positionnement de l'Allemagne va être aussi, extrêmement important dans les années qui viennent. Je crois qu'on peut l'applaudir, on a appris beaucoup de choses. Je ne regrette pas de t'avoir invité. Donc, Merci à vous. les entrepreneurs de l'industrie ici qui se sentent menacés ou qui le sont ou qui ont des bons dossiers, même s'il y a une file d'attente à DG Commerce, déposez vos dossiers. Montez vos dossiers avec des avocats. Je ne recommande pas forcément Gide, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais équipez-vous, équipez-vous. Il y a un retard considérable à rattraper. Merci d'être venu.